Я с вами в поезд. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Начали. Ноги у вас есть? Хорошо. On va reprendre. Donc je vais inviter à me rejoindre sur scène Monsieur Christophe Pauline, Monsieur Cyril Monteillet, Dr Harold Schutzeicher et Monsieur Jean-François Simon. Donc je vais présenter le premier intervenant, donc Cyril Monteillet, cofondateur et directeur de CVA. Cyril est diplômé de l'ECUB, après avoir travaillé chez EDF, plutôt RTE, puis avoir construit en France des centrales photovoltaïques et une centrale hydroélectrique. Cyril s'est lancé dans le développement de CVA, entreprise sociale, dans l'accompagnement et le développement de stratégies d'impact social. Bonjour à tous, donc c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En plus, j'ai entendu que EDPIS était là et quand j'étais étudiant, j'étais à l'initiative de la création de cette association et j'ai été le premier président, donc je suis content de voir que ça tourne toujours. Sinon, moi, donc, je vais vous parler de CVA rapidement et bon, on est toujours une start-up, mais je vais vous faire un petit retour d'expérience sur les facteurs clés de succès d'un projet d'accès à l'énergie. Donc CVA en quelques chiffres, c'est tout d'abord deux structures, une association française de loi 1901 avec laquelle qui a pour objet de développer les technologies et ressources humaines adaptées aux problématiques et réalités des pays en voie de développement. C'est aussi une entreprise cambodgienne basée à Phnom Penh avec laquelle nous accompagnons des grands groupes, des ONG ou des entrepreneurs locaux dans leur stratégie d'impact social. Donc, en gros, nos services vont aussi bien de l'étude de marché, l'étude d'opportunité, des études d'impact, jusqu'à l'accompagnement de projets ou d'entreprises lors de missions de conseil. Nous avons déjà travaillé dans 7 pays d'Asie, mais avons pour cible le Cambodge, où nous sommes basés, la Birmanie et le Bangladesh. Nous sommes donc une start-up qui a encore jeune. Nous avons réalisé 15 missions d'études ou d'accompagnement dans d'autres domaines d'expertise qui sont l'accès à l'énergie et l'accès à l'eau. Donc, il nous a semblé intéressant de faire un petit retour sur nos 3 dernières années et comme nous avons travaillé avec différents acteurs qui agissent à différents niveaux, dans différents pays et sur des projets très variés, nous allons aborder il nous semble intéressant de ressortir quelques facteurs clés de succès. Donc le premier, il peut vous paraître évident, mais vous allez voir que pas tant que ça, finalement, c'est avoir une bonne compréhension du terrain et des spécificités du marché BOP. Donc ce concept a été introduit par Céline Cholez précédemment. Donc je ne vais pas revenir dessus. Donc pour illustrer mes propos, je vais choisir deux images. Donc là, nous étions au Bangladesh. Faisant une étude, récoltant des données sur le terrain, donc dans les milieux ruraux, nous discutions avec ces femmes qui, d'un coup, ont commencé à bouger un peu dans tous les sens et nous dire il faut qu'on rentre. Donc le soleil se couchait et on a appris que finalement il leur restait 3 heures de route. Alors que nous, on avait notre moto, on rentrait à l'hôtel et là, on s'est vraiment rendu compte de leur réalité et on s'est dit ah ouais. Et même si on entendait parler de ça depuis 2 ans ou 3 ans, c'est vraiment une fois qu'on était sur le terrain qu'on s'est rendu compte des difficultés. Le deuxième exemple, si je vous montre cette photo, vous allez me dire, mais bon, c'est pas pour ça que je vous le montre. Donc on était au Népal pour un mois de mission sur
sur le secteur électrique et le potentiel de projets d'électrification rurale là-bas. Nous étions avec un Népalais et il nous expliquait un peu les réalités de son pays et notamment nous donnait des définitions. Et donc il nous en a donné deux. Il nous disait pour nous, les milieux semi-urbains, ce sont des zones qui sont accessibles 6 mois de l'année par une route en car, enfin en bus ou en voiture. Et les milieux ruraux, il faut se marcher un jour ou deux pour y accéder. Donc là, quand vous apprenez ça, forcément, ça va changer votre vision et votre conception de projet ou même de comment vous allez aborder la chose. Tout ça pour vous dire que, on l'a vu, même si finalement au Bangladesh ou au Népal, ces gens-là marchent beaucoup, ils ont des quotidiens qui sont différents, des modes de vie différents. Donc oui, il faut connaître le pays, les cultures, les différentes coutumes, mais il faut vraiment avoir une bonne connaissance qui est ce qu'on appelle le marché BOP. Donc le point suivant, avoir accès à un moyen de financement adapté à leurs besoins. Donc si je prends un exemple, par exemple au Cambodge, et certains acteurs précédemment l'ont dit, dans ce pays, il est très dur pour une petite entreprise de se développer car elle n'a pas accès à des prêts. Pour, par exemple, avoir 200 000 ou 300 000 dollars de prêt, il faut avoir le 100% de collatéral, voire plus, et il faut savoir rembourser sur 1 an, 2 ans, et je pense que c'est le maximum. Donc vous imaginez bien que quasiment aucune entreprise peut avoir ça. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des moyens de financement efficaces. Je ne vais pas plus rentrer dans ce détail parce que Christophe Pauline qui intervient après va plutôt parler de cette partie-là, donc je vais passer au point suivant. Donc le troisième facteur clé de succès, c'est que pour nous, l'accompagnement est indispensable à l'utilisation optimale d'un financement. Ce que je veux dire par là, je vais prendre l'exemple d'une de nos missions au Cambodge. Donc, Monsieur Main parlait d'accès à l'électricité, pas d'accès à l'énergie. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans l'accès à l'énergie et notamment donc la cuisson. Donc, beaucoup des Cambodgiens cuisinent dans ces petits fours que vous voyez là. Et donc, pour faire marcher ce four, il faut un combustible. Donc, naturellement, ils utilisent le charbon, enfin le bois et donc le charbon de bois. L'entreprise avec laquelle nous avons travaillé fabrique ces briquettes de charbon que vous voyez là. Donc, c'est un combustible amélioré à base de coco et qui règle notamment les impacts indésireux donc du charbon de bois qui sont entre autres les fumées toxiques et qui n'améliorent pas, on va dire, la déforestation au Cambodge. Donc nous, ce fut l'une de nos missions nos plus longues où nous avons travaillé avec cette entreprise et nous sommes arrivés vraiment à un moment opportun où il venait de recevoir un financement qui lui a permis d'acheter des nouveaux équipements, qui lui a permis de créer une nouvelle ligne de production, de commencer à embaucher des nouvelles personnes. Et nous, en parallèle, on a mis des outils de suivi et de pilotage de son activité, des outils pour gérer sa comptabilité et même ses ressources humaines. Et donc, après ça, on est revenu un an après et les résultats étaient les suivants. Il avait multiplié par 4 sa production. Son équipe était passée de 7 à 25 salariés. Il a reçu une donation de 350 000 dollars en plus. Et il a été récompensé entrepreneur social de l'année par Léa Genova. Donc là, je suis pas en train de vous dire que c'est grâce à CVA que tout ça s'est produit, mais c'est bien la combinaison des deux, le financement avec un accompagnement qui lui a permis d'initier son changement d'échelle. Le point suivant, donc les ressources humaines, on a pu l'entendre avant. C'est un facteur critique à tous les niveaux, mais notamment à 2 niveaux. Donc le premier, au niveau managérial local, vous le reconnaissez peut-être, c'est un des employés d'Energy Solutions, le manager sur le terrain. Et il est indispensable, quand vous voulez développer un projet ou une entreprise, d'avoir cette personne-là qui connaît les milieux ruraux, qui connaît sa culture, son pays, et qui fait partie finalement intégrante du développement stratégique et commercial de l'entreprise. Ensuite, j'ai choisi cette photo parce qu'elle me plaît bien. Déjà, on voit l'esprit de cohésion et tout ça, mais finalement, c'est pas de ça dont je vous parlais, mais elle reflète bien le sourire naturel des Cambodgiens. En plus du manager, l'équipe en dessous est très importante, mais le problème, c'est que cette équipe souvent se situe dans les milieux ruraux et
comme on l'a dit précédemment, les ressources qu'on peut trouver ne sont pas formées. Et donc on a vraiment une grande difficulté à trouver ces partenaires. C'est pour ça qu'il faut mettre des moyens de formation. Mais après on a un autre problème, c'est qu'une fois qu'ils sont formés, soit ils retournent dans la capitale ou la grande ville qui est pas trop loin, soit pour des meilleurs salaires ou d'autres raisons. C'est juste une réalité. Et c'est dans ce cadre-là qu'au Bangladesh, on nous a demandé sur la création de travailler sur la création d'un institut de formation spécifique aux milieux ruraux. Le dernier facteur clé de succès qu'on voulait faire ressortir, c'est donc flexible. Il faut être flexible et savoir s'adapter, concevoir le bon produit ou service pour le client, que ce soit au niveau technique ou financier. Donc là, vous pouvez me dire aussi, bah oui, c'est logique, de toute manière, toutes les boîtes marchent comme ça, ou sinon elles vont droit dans le mur. La seule différence, c'est que en face, nos utilisateurs, on va dire, les utilisateurs finaux gagnent $2 par jour, donc il faut savoir relever ce challenge et proposer des services ou solutions adaptés. Donc pour ça, on a parlé lors de la précédente table ronde, j'avais envie d'illustrer ce propos par cet exemple. Donc là, on voit un écolier qui étudie à la bougie ou à la lampe à pétrole, et un vendeur de poissons avec une coupie, donc c'est une lampe qui marche avec du kérosène. Et donc là, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une source de lumière qui n'est vraiment pas, on va dire, efficace. Ça éclaire pas très très bien. Il y a les odeurs, par exemple, pour ce marchand, les odeurs du kérosène qui se mettent sur son poisson, et donc les clients ils veulent plus de son poisson. C'est nocif pour les yeux. Enfin, c'est nocif, ça. Vous avez les yeux qui piquent quand vous restez longtemps à étudier, comme le fait cet écolier. Donc, il y a plusieurs mauvais aspects, et nous, ce qu'on essaie de faire, donc, c'est de proposer des solutions innovantes et nouvelles. Et donc, ici, on voit donc 2 exemples avec cette jeune fille, donc une solution portative d'une lampe solaire, et de l'autre côté, une lampe donc qui doit être raccordée à un mini-grid. Donc, ces solutions effacent les problèmes dont on vient d'évoquer et permet d'avoir une lampe, on va dire, qui éclaire de meilleure manière. Le problème qui vient à ce moment-là, c'est comment les gens accèdent à ces produits, parce qu'avant, ils sont dans leur quotidien et ils doivent acheter du kérosène tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, alors que là, ils doivent acheter un produit donc avant finalement de l'utiliser. Et donc là, c'est là que rentrent des systèmes, on en revient des systèmes de financement innovants, mais adaptés aux utilisateurs finaux. Oui, excusez-moi, je réfléchissais. Ce que je voulais dire là, c'est que, parce que tout à l'heure on parlait de consommation, on n'apporte pas un produit ou quelque chose dont ils n'avaient pas la nécessité ou qu'ils n'utilisaient pas. On est bien en train de remplacer une solution qu'ils utilisaient par une mieux adaptée ou qui règle des problèmes, on va dire, environnementaux, tout en restant dans leur budget. Et donc j'avais envie de conclure cette présentation par finalement 3 idées clés qui sont importantes pour nous. Elles sont issues directement de notre expérience terrain et elles font sens dans le domaine de l'accès à l'énergie. Donc le premier, c'est les moyens de financement innovants et adaptés, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des utilisateurs finaux. Ensuite, il nous paraît presque évident, et on l'a pu le ressentir dans les discussions d'avant, qu'il ne faut plus voir ces personnes comme des bénéficiaires, mais bien comme des clients qui ont des besoins auxquels il faut satisfaire. Et je voulais finir par un dernier point. Donc là, je parle bien du domaine de l'accès à l'énergie, parce que c'est pas le cas dans tous les domaines, mais il faut bien trouver un modèle économique qui fonctionne, qui est viable et pérenne, avant de mettre en place des progrès sociaux et environnementaux, car c'est comme ça qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on a ressenti et c'est ce qu'on a vu sur le terrain, c'est comme ça que les projets perdurent dans le temps. Voilà, merci de m'avoir écouté, et n'hésitez pas à poser des questions lors de la séance des questions avec la salle. Je vous remercie.
Donc maintenant, j'ai invité Harald Schutzeichen, pardon. Harald travaille depuis 10 ans dans le secteur de l'accès à l'énergie, sous le format d'une entreprise ou d'une ONG. Il était auparavant directeur d'une entreprise cotée en bourse dans le solaire, et ce jusqu'à 2003. Et il est maintenant directeur de SunTransfer, SunConnect IG, directeur de la fondation Solar Energy Foundation. J'en passe et des meilleurs. Bonjour et merci beaucoup pour l'introduction. Unfortunately, I cannot speak French. So you have to enjoy my sweet German accent when I speak English. A lot of things and topics I'm talking about already were discussed, but it's good to emphasize a lot of things again, then you know what's really important. There is a saying from Confucius: give a man a fish and you feed him for a day, show him how to catch fish and you feed him for a lifetime. That's nice, that's on a wall, you can put it there, it's nice, but I'm not sure. Because I think if you teach him how to fish, he will be sitting at the lake, sad that he knows how to fish, but there is no shop to buy the needed equipment. And even there is a shop, and this shop offers the equipment, there's nobody who gives him money, a credit, a loan, that he can buy it. So for me, this is my experience after 10 years in Africa and Asia. Every step needs another step. So if you do training, you have to think what's after. If you open a shop for distribution, then what about financing? And finally, as a result, we in our network, we think we should have an approach which is holistic and hybrid. There's one, not hybrid, no, that's not here. Sorry, it's holistic and there are 6 big A. The hybrid comes later. First A is awareness. Don't confuse what people supposedly need with what they actually want. If you see all these pictures from poor people in Africa or in Asia, there's every time a reflex. Oh, we should help them. They should get. They should do. They need to have. There are every time Eskimos who are telling African people what they have to do. And we are the Eskimos. I want to repeat what my colleagues already said. We are not looking for a search and rescue team, we are looking for a see and hear team. Go there and sit down and listen and hear. And these people are not kids, they are mainly older than 18 years. They can decide what they want, and what we can do is, let's see if we can do something that you do the next step. The second A, very important, is all around. When we talk about off-grid technology, it's not only about solar torchlights. It's not only about one product. We have to think about energy access, and this does mean communication, entertainment, and light, and. So if we think about these people without access to electricity, we have to keep in mind that there are a lot of products which are important and which are requested. The third A, availability. Availability is a double headache. One is customs clearance, and this is a headache in every country. And the other thing is distribution locally. When the products are in the country, how to bring it to customers who are far away. That's why in our work we established, here is a center from Kenya, we established a network of rural solar centers. In each solar centers we put 4 or 5 Kenyan
technicians, salespeople, and they are close so that customer immediately have a contact if they have a problem or if they want to do the next step. Affordability, another A. Poor people cannot afford cheap products. It's a mistake to think to make products cheap because these people are poor is helpful. Poor people cannot afford because it's too expensive. And poor people are not moneyless. They have money. They spend it for kerosene, for mobile phones, for beer, for cola, for whatever. So don't think people are moneyless. We need to have a mechanism to provide them an end-user financing, and this is what we are doing with our Sun Control charge controller. We provide end-user financing since 2006 to make solar products affordable. Like if you buy your Rolls-Royce, you cannot pay immediately the whole amount. You go to a bank or your Clio from Renault. I don't know what you buy. Ability. People have to be able to install and to maintain these products. And ability is more than product knowledge. It does mean knowledge about the limitation of solar energy too, not only what solar can do, but also what solar cannot do. And here you see some pictures from our training center in Ethiopia, which is very professional, and there we train our own technicians, but also technicians from other companies or organizations. And the last city, after sales. If you give the product to a customer, if you sell a product, then you should make sure, you have to ensure that if there's a problem, he can come. If he would like to have more, then he can come. If he has a question, then he can come. And this is why I would like to put this map again, to be present in rural areas with local service and technicians and finance team is for us in our work the key. We do it in Ethiopia, Kenya and Philippines right now. And after this 6A, I have to come to the network very short, because this holistic approach we do in a hybrid, now it is, hybrid approach, a combination of non-profit and for-profit. Non-profit is our foundation, Stiftung Solarenergie, Solar Energy Foundation, responsible for awareness creation, for pilot projects, health. Thank you for the 2 minutes, but the German clock is running slower, I'm sure. Pilot projects, training, this is what we finance with donations. And then we have the business part for distribution, for sourcing, for customer service, that's the company SunTransfer. These are the guys you saw walking around these rural areas. And we have our own financing. It's not a microfinance institute, it's a cooperative in Germany, SunConnect. We provide end-user financing through this cooperative. And this network of entities and organizations work close together to reach the goal, how we can bring power to these people who are not powerless, but just have no electricity. Thank you very much. Je vais maintenant inviter Monsieur Christophe Pauline. Alors, Monsieur Pauline est directeur des investissements solidaires chez Schneider Electric. Il gère à ce titre un fonds d'investissement alimenté par l'épargne des salariés de Schneider Electric, qui investit notamment dans l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne. Bonjour,
Donc moi, on m'a demandé de me concentrer un petit peu sur l'aspect financement, ce qui n'est pas illogique quand on gère un fonds d'investissement. Donc je vais essayer de répondre à l'exercice en 10 minutes. Alors, pour gagner sur les 10 minutes, et comme je suis devant un public grenoblois, je ne vous parlerai pas de qui est Schneider Electric, c'est supposé acquis. Par contre, je vais peut-être vous dire 2 mots du cadre dans lequel s'inscrit ce fonds d'investissement, qui est un programme qui vise à favoriser l'accès à l'électricité, qui est né en 2009 au sein de la responsabilité sociale de Schneider Electric, et qui a la particularité de viser l'accès à l'électricité en faisant 3 choses différentes mais complémentaires, que sont contribuer à améliorer la formation dans les métiers de l'électricité. Et il a été beaucoup dit par les intervenants précédents que la formation des gens, y compris des utilisateurs, est un point clé dans la capacité à développer cet accès. Il y a un aspect qu'on pourrait qualifier de business, c'est-à-dire que Schneider Electric a développé une ligne de produits dédiée à l'accès à l'électricité et le distribue en Afrique et en Asie, essentiellement en Inde et en Asie du Sud. Et la troisième chose que je connais un peu mieux parce que je m'en occupe de ce programme, c'est un fonds d'investissement qui, lui, va investir dans des sociétés qui sont actives dans le domaine de l'accès à l'électricité. Et on a un focus particulier, mais pas exclusif, sur l'Afrique subsaharienne. 3 chiffres sur ce programme. On a réalisé 11 investissements avec le fonds d'investissement. On considère qu'il y a à peu près 2 millions de foyers qui ont accès à l'électricité avec nos solutions. La conversion en nombre de personnes peut faire l'objet de vastes débats, donc on restera sur le nombre de foyers. Et en termes de formation, on a contribué à la formation de plus de 50 000 jeunes, ce qui commence à être un nombre important. Juste pour continuer à poser le cadre, même si je pense qu'à ce stade de l'après-midi, vous devez avoir les idées assez claires, je vais parler en termes d'accès à l'électricité essentiellement d'une chose, qui sont les Solar Home Systems, donc les systèmes indépendants hors réseau. Il y a un point qui est important à noter, c'est que dans les 10 voire 5 dernières années, il y a eu une augmentation drastique de la baisse de prix de ces systèmes. Il y a eu une baisse de prix drastique sur les panneaux solaires. Il y a eu, on en a parlé aussi, l'arrivée des diodes, qui fait qu'il y a énormément diminué le besoin en énergie pour assurer le même service. Et donc on a pu réduire la taille des systèmes, et on a donc réduit la taille des panneaux, on a réduit la taille des batteries. Et donc on arrive à des systèmes qui sont beaucoup moins chers. On a des avancées, et je pense que le prochain point technique à surveiller, c'est la batterie. Les technologies de batterie sont en train de changer, et on arrive avec des technologies qui sont beaucoup plus efficaces en matière de poids par watt, et donc qui vont permettre d'améliorer le transport, et ainsi de suite. Donc la technologie est là, la technologie bouge, et la technologie nous aide. En matière de technologie, on a aussi, M. Daoué l'a évoqué, je pense qu'on aura un débat sur le sujet, tous les systèmes dits de pay-as-you-go ou de prépaiement, j'y reviendrai. Et on a également des systèmes de location. Après, il y a aussi, et c'est complémentaire et c'est nécessaire, tout ce qui va tourner autour des mini-réseaux, où on a également des évolutions technologiques qui sont à l'œuvre, et où on a aujourd'hui, vu par nous, un gros problème de retour sur investissement et de sélection du bon endroit et du bon projet pour installer ce genre d'installation, même si, sur un plan du développement, sur un plan de la qualité de service, un mini-réseau est bien supérieur à un système individuel. Autre point de référence un petit peu sur le paysage, les clients, on en a beaucoup parlé, je vais aller vite. Ils n'ont pas d'argent liquide, ils ont de l'argent, mais pas forcément liquide.
on a évoqué le Mali, il y a des gens qui sont très riches au Mali en nombre de vaches. On peut toujours vendre une vache, mais c'est compliqué de payer un solar home system avec une vache. Les gens vivent loin des villes. Tout à l'heure, Cyril a évoqué 2 jours de marche. 2 jours de marche, quand il faut apporter du matériel, c'est vraiment compliqué. Et on est face à des gens qui n'ont pas forcément la culture technique qui permettent d'installer et de maintenir le produit. C'est des choses très simples. C'est comment j'oriente mon panneau solaire. C'est est-ce que je branche bien le pôle plus sur le pôle plus. C'est est-ce que je pense à passer un coup de chiffon sur mon panneau dans un univers où il y a du sable dans l'air. Voilà. Et tout ça, c'est des éléments qu'il faut qu'on prenne en compte quand on est dans le monde de l'électrification rurale et qui vont avoir une influence sur la partie financement dont je vais parler maintenant. Alors, si on regarde les 3 boîtes, ça c'est le schéma le plus compliqué, mais j'ai beaucoup simplifié. Il y a 3 acteurs. Il y a le fabricant de l'équipement, il y a celui qui va le distribuer, et là il peut y avoir 4, 5, 6 personnes, et il y a le client. La première approche en matière de système individuel, c'était de dire c'est le client qui n'a pas d'argent, donc c'est le client qu'on va financer. Il y a une première façon de financer le client, c'est la subvention. Et il y a un certain nombre de business models viables. Harald vous en a proposé un. Vous avez aussi des Anglais qui, avec une association qui s'appelle Solar Aid et un réseau qui s'appelle Sony Money, ont aussi un système viable. Il y a des gens qui s'appellent Solar Sisters qui sont plutôt en Ouganda. Donc vous avez tout un réseau d'entreprises qui font de la distribution de systèmes solaires de façon viable avec à la base une subvention. Néanmoins, le système n'est pas forcément pérenne parce que la subvention, par définition, elle peut se tarir. La façon dont ces subventions sont utilisées, c'est vous avez en général, alors j'ai mis en jaune le financement initial de l'investissement, en bleu les produits et en grisé les flux financiers qui sont postérieurs. Vous avez en général une fondation, un bailleur qui va aller financer une association qui fera soit de l'achat de produits auprès du distributeur, soit qui ira financer un entrepreneur local et qui essaiera de monter un système qui soit pérenne sur le plan économique, pérenne pourvu qu'il y ait une ou plusieurs injections de cash au niveau de l'association. Le deuxième système qu'on voit le plus souvent en matière de financement du client, c'est la microfinance. Il y a eu beaucoup de tentatives, et en matière de solar home system, en Afrique, je ne sais pas si ce que je dis est aussi vrai en Asie, mais en tout cas en Afrique, la microfinance, ça ne marche pas bien pour les solar home systems. Ça ne marche pas bien pour plusieurs raisons. Ça ne marche pas bien parce que l'institution de microfinance, quand elle fait un prêt à quelqu'un qui achète un solar home system, si ce solar home system tombe en panne, eh bien le prêt n'est plus remboursé. C'est logique. Vous avez emprunté de l'argent pour avoir de la lumière, si vous n'avez plus de lumière, vous ne remboursez pas. Ça me paraît complètement normal. Néanmoins, quand vous êtes institution de microfinance, ça veut dire en clair que vous prenez un risque technique que vous ne maîtrisez pas. En plus, ensuite, on a vu des tentatives de gens qui ont essayé de faire distribuer les produits d'accès à l'énergie directement par la microfinance. Et là, on va retomber sur des problèmes de formation. Les gens qui sont d'excellentes personnes pour distribuer des prêts ne sont pas forcément des gens qui ont les capacités techniques pour aller distribuer et installer des systèmes solaires. Et puis vous avez aussi des problèmes de réglementation, parce qu'il y a des tas d'endroits où la réglementation ne permet pas à l'IMF de faire du commerce. Donc c'est un système qui se cherche encore, mais c'est pas la panacée. Alors je vous rassure, aucun système aujourd'hui n'est la panacée. La deuxième façon qu'on a vu de prendre les choses, on se dit, bon, si on a du mal à financer le client final, est-ce qu'on ne peut pas financer le distributeur et faire porter la charge de financement au distributeur? Ça, c'est le système qui se met en place avec le prépaiement
et les systèmes de pay-as-you-go. C'est-à-dire que dans un système de pay-as-you-go, vous avez embarqué dans le système solaire un dispositif électronique qui fait que vous allez rentrer un code dans le dispositif, soit manuellement via un clavier, soit électroniquement par un SMS, et que ce code va débloquer le système pour une certaine période de temps. Donc l'utilisateur va payer une certaine somme d'argent, recevoir un code, rentrer ce code, et aura de la lumière le temps que le code est valable. Sur le papier, ça a plein d'avantages. D'abord, ça donne de la flexibilité au client. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, comme dans le cas de la microfinance, de repayer la même somme toutes les semaines. Il paye quand il a de l'argent. Ça donne une plus grande sécurité en matière de repaiement, puisque quand la personne ne paye plus, il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus de service, donc il a quand même quelque part une forte incitation à payer. Cela dit, ça fait porter toute la charge de financement sur le distributeur, et ça fait porter une charge de financement très importante. Si on considère aujourd'hui qu'un système solaire ça vaut 150 €, si vous voulez en mettre 100 000 sur le marché, ce qui est un montant qui est à peu près le montant du nombre de systèmes que les distributeurs doivent mettre sur le marché s'ils veulent atteindre la rentabilité, compte tenu du fait que les gens repayent à peu près en général en 2 ans, ça veut dire qu'il faut que vous ayez à peu près une centaine de dollars en moyenne sur 2 ans sur le terrain. Vous avez mis 100 000 systèmes, ça vous fait 10 millions. Trouver des distributeurs de produits solaires qui sont capables d'aller emprunter ou recevoir en capital 10 millions d'euros, il n'y en a pas tant que ça. On en a vu un, c'est M-Kopa au Kenya, qui a réussi à lever 20 millions de dollars, mais à ma connaissance, c'est le seul. Alors, il y en a probablement d'autres qui vont venir. Il y a également des gens qui réfléchissent à faire des véhicules financiers dédiés, c'est-à-dire que quelque part un équivalent de société de leasing, donc on va dire, ok, il y a une boîte de leasing qui va être propriétaire des appareils et qui va pouvoir se financer sur la base de la propriété des appareils. C'est pas encore sorti, c'est pas simple. Être propriétaire d'un solar home system au fin fond du Kenya, c'est vachement bien, mais ça va pas forcément m'aider à récupérer mon argent si je suis prêteur. Donc, c'est ce sur quoi vont aujourd'hui la plupart des sociétés qui distribuent des systèmes solaires, mais c'est pas encore gagné. En matière de financement du distributeur, on peut voir également des déploiements de ce qu'on appelle l'impact investing. Donc, vous avez de plus en plus de fonds d'investissement qui vont chercher à la fois du rendement financier et à la fois de l'impact. Il y en a un certain nombre qui sont en train de se créer. Alors, il en existe déjà un certain nombre, il y en a qui sont en train de se créer. Là encore, aujourd'hui, les montants qui sont sur le marché ne sont pas à la hauteur des besoins. On va voir comment ça va évoluer. Et la troisième façon qu'auraient ces distributeurs de se financer, et ça M. Dahomey l'a évoqué, c'est d'aller chercher de l'argent chez les banques locales. Aujourd'hui, en Afrique, dans les pays que j'ai vus, les banques locales ne prêtent pas hors des villes. Il y a des tas de raisons. Il y a une aversion au risque qui est absolument phénoménale. Et puis il y a aussi souvent une difficulté pour ces banques qui n'ont pas forcément des réseaux ruraux d'aller traiter avec le consommateur qui est en milieu rural et qui est plus souvent le consommateur d'une IMF. Donc, or les IMF n'ont pas ces montants-là. Donc quelque part, il y a encore un ajustement à faire au niveau des systèmes bancaires locaux qui auraient effectivement la capacité à financer, mais qui aujourd'hui le font pas. En matière d'évolution, ce qu'on voit arriver, c'est effectivement, on espère que vont arriver des fonds d'impact qui seront suffisamment gros et qui pourraient embarquer des fonds d'aide au développement. Il y a des projets en cours. On cherche
On a vraiment besoin, et ça M. Daoué a évoqué aussi, d'instruments financiers permettant de limiter le risque et pour les investisseurs et pour les prêteurs. On voit aussi apparaître des institutions financières dédiées. On a vu apparaître récemment aux US une boîte qui s'appelle Sunfunder, qui est une institution financière qui va collecter de l'argent semi-privé. On est à cheval entre en France on appellerait ça de la finance solidaire, soit par crowdfunding, soit par des émissions d'obligations, qui va ensuite aller le reprêter localement aux entreprises qui font de la distribution de systèmes solaires. Donc, et puis, je l'évoquais aussi, on commence à voir un certain nombre d'entreprises de distribution de produits solaires qui réfléchissent de façon assez sérieuse à créer leur propre véhicule financier pour financer leur parc. Donc les choses bougent, mais aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on aimerait qu'elles bougent plus vite, parce que les besoins sont là, les réponses techniques sont là, l'argent est disponible, aussi bien chez les banques que dans les institutions multinationales, que même chez le client, on l'a vu, puisqu'il a les moyens sur un certain temps de payer, mais on a du mal à mettre toutes les pièces du puzzle les unes en face des autres. Voilà ce que je pouvais vous dire, en 10 minutes, j'espère, sur l'état du financement des entreprises de distribution de systèmes solaires individuels. Merci. Et maintenant, je vais inviter Monsieur Jean-François Simon à venir présenter sa start-up HydroQuest. Monsieur Simon est donc président de la société HydroQuest, élu à la CCI Grenoble, élu à la CCI régionale de Lyon, membre fondateur de Grenoble Angel, qui est un business angel. Et donc, je vais lui laisser présenter HydroQuest. Merci, j'espère que je vais vous parler un peu de technique, j'espère qu'il n'est pas trop tard dans la soirée. Bon. Alors, je suis président de la société HydroQuest, effectivement. Nous sommes tout simplement nous concevons, fabriquons et installons des parcs d'hydroliennes fluviales et marines. Alors, je vais parler des marines vite fait pour mémoire, parce que ça ne nous concerne pas ici. Nous avons depuis un an fait un accord avec les chantiers navals de Normandie à Cherbourg pour fabriquer des machines qui font entre 1 et 2 mégawatts, les grosses machines qui font 250 tonnes à peu près. Je referme la parenthèse pour aller sur le fluvial qui est ce qui nous intéresse ici. Nous sommes très orientés vers la production d'énergie en zone rurale, c'est ça notre objectif. Vous avez sur l'image ici un certain nombre d'hydroliennes. À gauche, c'est une hydrolienne qu'on a fabriquée il y a 4 ans. Elle est sortie de l'eau parce que normalement elle est verticale quand elle est utilisée. Celle du milieu, c'est une hydrolienne que nous avons vendue à EDF et qui est en Guyane, en zone amazonienne, dans un village qui s'appelle Camopi, sur l'Oyapock, pour ceux qui connaissent la Guyane. En zone absolument hostile en termes d'accès, puisqu'il n'y a même pas de route pour y aller. Il faut y aller en pirogue, 3 heures de pirogue. Et dans le fleuve, il y a tout ce qu'on peut imaginer, même autre chose. Et c'est tous les embacs, on les reçoit. Et cette machine tourne depuis 2 ans et marche bien. Donc si on a pu l'installer là, on peut en installer partout. Toutes ces machines sont d'ailleurs conteneurisables, donc on peut les envoyer facilement, et pour pas très cher, un peu partout dans le monde. La troisième image, c'est une hydrolienne qu'on a mis en place à Orléans, dans la Loire, qui est le dernier fleuve sauvage de France. Avec un consortium qu'on a créé qui étudie l'environnement, l'impact avant, après, pendant. Là, elle est sur le bord, elle est en place dans l'eau maintenant et elle est testée. Cette machine est la première des séries de machines que l'on vend maintenant, puisque maintenant on est
en position de commercialisation. La société a été créée en 2010. Avant 2010, il y a eu 10 ans de recherche, à Grenoble notamment, à Lyon aussi, mais surtout à Grenoble, au sein de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, qui nous invite aujourd'hui. Je salue Valérie, là, qui est au premier rang. Ces développements ont été réalisés avec EDF. Ça a abouti à 9 brevets qui sont aujourd'hui en copropriété avec EDF, donc représenté par M. Dahomey ici. Donc on se sent vraiment en famille aujourd'hui. Et on a un partenariat avec Artelia, qui s'appelait autrefois Sogrea, que certains connaissent comme Sogrea, et avec qui on fait les études de productibles, les études amont, avant de mettre en place les hydroliennes. Donc on a tous ces brevets, protection mondiale, Chine comprise, partout. Et voilà. Alors la technique, c'est quoi? C'est alors tous nos concurrents pratiquement tous nos concurrents ont des hydroliennes qui ressemblent à des éoliennes qu'on met dans l'eau, c'est-à-dire qu'il y a un axe horizontal et une hélice qui tourne autour. Nous sommes les seuls. Pourquoi on est les seuls? Parce que nos brevets nous protègent. Personne d'autre ne peut faire ces montages-là. On a on voit sur la gauche une turbine qui est optimisée, fait l'objet de beaucoup de calculs. Ces turbines qui est donc très optimisée. Elles sont empilées sur des axes, 1, 2 ou 3 étages, et vous avez l'hydrolienne complète qui est à droite avec les deux arbres, les turbines et les accélérateurs de côté. C'est l'ensemble de ce montage qui rend le système particulièrement performant sur le plan physique et également très intéressant sur le plan de la rentabilité économique. On ne peut pas être trop dans le détail, c'est pas l'intérêt. Voilà encore, on voit un peu les dimensions des machines fluviales, 6 mètres de large, 1,50 m de haut à peu près, quelques tonnes. Alors elles sont posées comment? De 3 manières dans les cours d'eau. La solution 2 et 3 sont les solutions qu'on utilise le moins. Je vais aller vite dessus. La solution 2, c'est on met un pieu assez important qui est dans le fond de la rivière ou de l'estuaire, et on pose la machine dessus, elle coulisse dessus pour remonter à la surface pour la maintenance. La solution 3, c'est une fixation sur les berges quand c'est possible, par exemple quand il y a des canaux avec des berges bien propres. La solution universelle qu'on utilise surtout, c'est la solution 1, où la machine est sur flotteur. Alors celle qui est sur la photo, c'est la machine de Guyane, dont on a vu un morceau tout à l'heure. Les flotteurs que vous voyez autour, elles sont en acier, ils font à peu près 1 mètre de diamètre, donc c'est une machine qui fait 12-13 tonnes là, et elle a été emmenée d'ailleurs sur le fleuve Oyapock tirée par des pirogues jusqu'à son point d'ancrage. Les dessins qu'on voit au milieu, c'est les produits ou les équipements actuels. Les flotteurs sont intégrés dans la machine, c'est les machines qu'on vend maintenant. Donc elles flottent, elles sont retenues au fond de la rivière par des câbles, eux-mêmes fixés sur des micro-pieux. Ce système-là a beaucoup d'avantages. D'abord, on a un impact au fond de la rivière, un impact sur l'environnement extrêmement faible, c'est une espèce de piqûre de moustique au fond de la rivière. On ne touche pas le fond, donc en termes d'impact sur le fond, il n'y en a pratiquement pas. Et puis on peut, en maintenance, on a un système basculant. On voit d'ailleurs à gauche du dessin l'hydrolienne en fonctionnement, à droite machine relevée, c'est-à-dire qu'on peut intervenir dessus en maintenance à sec avec une barque. Ça c'est critique. Nos concurrents n'ont pas ça. C'est très lourd. La maintenance chez eux est très lourde. Chez nous, elle est plutôt très légère. Voilà, l'idée est, comme pour l'éolien, de mettre en place des parcs. C'est jamais de vendre une hydrolienne en principe, de vendre une hydrolienne tout seul, ça n'aurait pas de sens. Économiquement, c'est plus intéressant de faire un parc. On a un dessin en haut, c'est un dessin d'artiste, avec des hydroliennes. On peut en mettre 10, 15, 20 ou 5. Voilà. Tout ça est raccordé bien sûr électriquement. Ça nous fait des projets de quelques kilowatts à quelques mégawatts. Aujourd'hui, on a 2 machines qui sont commercialisées, l'une à une certaine vitesse, parce que la puissance dans l'hydrocinétique est liée à la vitesse, au cube de la vitesse, donc c'est très important la vitesse, mais on va dire de 40 kW et 80 kW. Donc si on en met un certain nombre, on va de quelques dizaines,
quelques dizaines de kilowatts à quelques mégawatts. Ça fait des projets comme ça. Le coût de l'énergie produit, tout compris avec les études, tout compris, peut aller même en dessous de 50 euros, 40 euros, jusqu'à aussi plus. On a écrit 200 kilowatts, ça peut aller jusqu'à 200 euros, pardon, jusqu'à 500 euros par mégawatt. Tout dépend des conditions de vitesse, des conditions d'accès, etc. Mais on arrive quand même à être compétitif par rapport, y compris au thermique, c'est-à-dire aux centrales diesel, quand les fleuves ont suffisamment de vitesse. Et heureusement, les populations mondiales historiquement sont plutôt le long des fleuves que là où il n'y a pas de fleuve. Donc généralement, on est près des activités. Voilà, ça c'est les dernières machines qui ont été mises en place dans différents endroits, Grenoble, la Guyane, Orléans et Bordeaux bientôt. Une machine de 100 kW qui est estuarienne et qui va fonctionner donc dans les deux sens, en bidirectionnel, puisqu'on a la marée qui intervient à ce niveau-là. Alors ici à gauche c'est la Guyane, à droite c'est Orléans. Alors les atouts par rapport, les atouts sont remarquables, hein. Alors, ils ne s'appliquent pas partout, ça a été dit plusieurs fois ce soir, cet après-midi. Les différentes formes de production d'énergie sont complémentaires, bien entendu, elles dépendent très fortement du lieu, de la consommation, de tout un tas de facteurs locaux, bien sûr, et nous aussi. Enfin notre solution aussi, mais on présente un certain nombre d'atouts. D'abord, le taux de charge est élevé, c'est-à-dire qu'on produit en bande. Généralement, quand on est dans un cours d'eau, ça produit tout le temps. Ça produit tout le temps, plus ou moins, mais tout le temps, et c'est assez régulier. Donc les nécessités de stockage, par exemple en termes de batteries au plomb, qui sont quand même, qu'on peut pas éviter, mais qui sont quand même assez, on va dire, polluantes en fabrication, en recyclage, etc., on en a besoin de moins. Et si on traite les pointes avec du thermique, on en a besoin de moins. On a une production qui ne nécessite pas de chute, c'est au fil de l'eau. L'énergie est là prédictible, très prédictible, régulière, économique. Le déploiement est rapide, il faut quelques mois, 5-6 mois, à peu près la même vitesse de déploiement qu'une centrale thermique. Il n'y a pas de travaux de gros œuvres comme dans un barrage. Le système est fiable, il est fait avec des procédés pour durer au moins 25 ans. Alors comment on peut affirmer ça? Simplement on utilise des techniques et des technologies qui sont celles de l'hydroélectricité classique. On n'a pas de matériaux qu'il faut tester encore, parce qu'on ne sait pas ce que ça donnera. On a une modularité des systèmes, puisqu'on a vu précédemment, la machine peut être en 1, 2 ou 3 étages, donc on va pouvoir s'adapter à la profondeur des cours d'eau. La maintenance, ça c'est tout à fait critique, et l'exploitation aussi sont simples, et on a un très faible impact environnemental, je l'ai déjà dit, en exploitation, mais également en recyclage, puisque ces équipements sont fabriqués dans du métal, de l'acier, de la fonte, de l'aluminium, et donc elles sont complètement recyclables et faciles à sortir de l'eau. Pour les sortir de l'eau, il suffit de les détacher, de les amener au bord, de les mettre sur la berge avec une grue et de les recycler. Alors c'est un marché prometteur puisque les besoins sont immenses, ça a été dit tout le long de l'après-midi, l'électrification rurale loin des réseaux principaux est un sujet très important. On évalue le potentiel des hydroliennes fluviales à peu près 3 gigawatts à installer en une dizaine d'années. C'est-à-dire que c'est un marché d'une quinzaine de milliards d'euros, pas par an, hein, en tout. Alors, c'est un marché de PME, puisque si on divise 15 milliards d'euros en 10 ans et puis par un certain nombre de concurrents, ça fait quelques dizaines de millions d'euros ou centaines peut-être par société. Donc c'est un marché auquel s'intéressent d'ailleurs plus des PME que des groupes de ce fait-là. Quelques chiffres, un tiers seulement du potentiel hydroélectrique mondial est utilisé. Alors on ne peut pas avec ces machines aller sur tout le potentiel hydroélectrique, hein, bien sûr. Les barrages d'hydroélectricité classique va pouvoir s'exprimer, si je veux dire, à certains endroits et l'hydrocinétique à d'autres. En Amérique du Sud, on estime que c'est 30%
seulement qui est utilisé, donc 70% non utilisé. En Asie, c'est 22%, et en Afrique, 7%, 93% non utilisés. Donc les gisements sont là, voilà. Et les besoins aussi, on l'a vu tout à l'heure. Et on voit que la production d'énergie primaire provient beaucoup des briques aujourd'hui. C'est là que les choses se passent. Voilà les pays cibles pour nous. Quand je dis cibles, c'est les pays où il y a un potentiel important. Alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive. En Afrique, au sud du Sahel notamment, puisque s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de possibilité. Donc on va noter un certain nombre de pays. L'Amérique du Sud, très, très, très intéressant, hein, sur le développement possible. En Asie aussi, un certain nombre de pays. En Amérique du Nord. En Europe, nous, on regarde moins, on pense qu'on sera à 95% à l'export dans 3 ou 5 ans, et même en grand export sur ces zones-là. La situation des pays en Europe et en France, c'est que, enfin, en même temps, c'est bien, c'est que la production électrique est suffisante, elle est très importante, les pays sont maillés, évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'électrification dans des zones isolées à Grenoble ou ailleurs, c'est pas le sujet. Alors nous on considère commercialement que notre vraie concurrence, l'alternative, c'est les groupes électrogènes. Alors on peut déployer aussi vite et on peut être aussi financièrement rentable à certains endroits quand le potentiel des champs de vitesse sur les fleuves est suffisant, on peut être aussi rentable. Et on est obligé de se positionner comme ça en termes commerciaux, puisque aujourd'hui, on l'a dit cet après-midi, il n'y a pas de mécanisme qui favorise l'énergie verte par rapport à l'énergie pas verte. C'est un fait, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc on ne va pas attendre, nous, qu'on nous dise on est prêt à payer l'énergie 5%, 10%, 20% plus cher, parce qu'on est vert, on est extrêmement vert comme énergie, mais on n'en tient pas compte dans nos développements. Ici, j'ai mis un tableau qui montre un petit peu bon, c'est un Excel un peu, on va pas le lire en détail, mais vous avez, si vous prenez la ligne 40 kW à gauche, la colonne de gauche, c'est la puissance d'une hydrolienne. On peut prendre 40 kW ou 80 kW, on prend 40 kW. Vous avez la consommation par personne pour une hydrolienne comme ça. Enfin, le nombre de personnes qui peuvent être alimentées par une hydrolienne comme ça, hein, schématiquement, en France ou ailleurs. Donc vous avez, par exemple, je vais vous lire en travers, mais en France, 40, ça fait 300 personnes, si je lis bien. Avec la même hydrolienne, si vous allez au Nigeria, si je suis la ligne, j'arrive à 4000 ou 5000. C'est ça à peu près. Donc avec une simple hydrolienne de 40 kW, on peut... Alors c'est évolutif ça, parce que les besoins en énergie, on l'a dit toute l'après-midi, varient, s'accroissent, c'est normal. Hein. Voilà. Mais les ordres de grandeur sont là. Donc avec une hydrolienne seule, on peut alimenter un village, et avec un groupe d'hydroliennes, un groupe de villages. Enfin c'est le genre de ratio qu'on a. Ça, c'est des projets que nous avons actuellement en cours. En France, on travaille comme en France sur quelques projets. En Afrique, on est sur ces 3 pays, Angola, Cameroun et RDC, en Asie et en Amérique du Sud, et on est en train d'étendre notre réseau un peu partout dans le monde. Merci. Alors, comme vous voyez, au niveau du timing, on a très légèrement dépassé. Donc, ce que je propose, c'est qu'on ouvre directement aux questions, si vous en avez. Et comme ça permettra d'échanger directement avec le panel et vous. Antoine, le micro.
Oui, j'ai une question en fait qui s'adresse conjointement donc à Monsieur Pauline et à Jean-François Simon. Est-ce que vous estimez actuellement que les modes de financement sont adaptés pour alors je ne sais pas si on peut appeler ça micro-hydraulique ou mini-hydraulique, ou je ne sais pas en fait dans quelle gamme ça se situe. C'est quand même des investissements importants. Est-ce que, alors par exemple, comment ce projet-là a été financé? Est-ce que les mécanismes existent actuellement ou pas? Pour l'hydraulique en particulier. On va être sur des projets qui vont se situer en donner des chiffres, quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions maximum. On travaille aujourd'hui sur soit des projets financés par les bailleurs de fonds, qu'on connaît, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, etc., l'AFD, et puis sur des projets privés aussi. Par exemple, je prends un exemple précis, en RDC, on a un opérateur privé qui est belge-congolais, enfin ils sont ensemble, et qui vendent déjà de manière privée, dans des zones un peu reculées, de l'électricité à des clients, qui sont à la fois des particuliers, qui sont à la fois des commerces, ils pensent à des mines aussi d'ailleurs, et ils ont la capacité de développer des projets, et on travaille avec eux là-dessus. Donc là on est complètement privé. On est quand même sur des petits montants. Donc c'est il n'y a pas de règle générale. Il faut vraiment aller pays par pays. Il y a des pays où l'opérateur public, par exemple en RDC c'est la SNEL, c'est l'EDF local si on peut dire. On sait que c'est très difficile de travailler avec eux aujourd'hui parce que les projets se font pas, ils payent pas, etc. D'autres pays, l'opérateur public va être plutôt proactif. Donc c'est vraiment pays par pays. Nous, on a en tête à peu près 25 pays en Afrique, 25 pays, en Amérique du Sud une dizaine. Je prends le cas du Chili. Au Chili, on a des projets. Actuellement, le Chili est le deuxième fabricant. C'est très particulier. Le Chili est le deuxième fabricant mondial de saumon, producteur de saumon. Il y a des salmonneries dans le sud du Chili. Ces salmonneries sont dans des zones isolées. Elles sont alimentées par du thermique. Le thermique est polluant sur le plan de l'image et sur bien des points de vue. Sur le plan du coût, c'est pas terrible. Il y a un intérêt pour nos hydroliennes. C'est du privé. Si je peux compléter, donc moi j'ai pas d'expérience avec les hydroliennes de mon collègue à côté. On a monté quelques projets autour dans l'Afrique des Grands Lacs, au Rwanda notamment. C'est des projets pour lesquels il faut qu'il y ait de l'ordre de 50% de subvention pour qu'on arrive à un équilibre financier correct. On ne parle pas de fort rendement en 20 ans. Donc, paradoxalement, le fait que ce soit des projets à fort investissement facilite le financement par subvention, parce que c'est plus facile d'aller chercher 500 000 euros de subvention que 10 000. C'est pas les mêmes acteurs, mais le boulot est quasiment le même. Par contre, c'est des investissements massifs, et donc c'est des projets qui sont extrêmement lents. Et aujourd'hui, le financement privé sur des projets dont la rentabilité est au bout de la 15e année, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, je vais peut-être en poser une, vu qu'on est quand même accueilli par Grenoble INP et qu'on a un public largement majoritairement étudiant. Pour vous, quelle peut être la place des ingénieurs, je dirais, qui arrivent dans ce monde de l'accès à l'énergie, et quel peut être le rôle des écoles telles que les écoles du groupe INP pour aider à améliorer l'accès à l'énergie dans le monde. Et ça, je vais vous demander à chacun, s'il vous plaît.
Non, mais déjà, moi ça fait 7 ou 8 ans que je suis sorti de l'école et c'est vrai qu'à l'époque on ne parlait pas du tout de ces sujets-là. On avait des associations humanitaires, mais entrepreneur social ou accès à l'énergie, accès à l'eau, ce genre j'ai jamais entendu parler de ça. Et on voit aujourd'hui, il y a de plus en plus d'associations, Antoine les a citées. On voit aujourd'hui parce que finalement il y a, je sais pas, 150 ou 200 personnes qui sont venues à cette conférence, donc c'est bien que c'est des sujets qui intéressent. Et c'est très important parce que, bien sûr, il faut faire évoluer et faire monter en compétence les personnes locales, mais ça passe aussi par un transfert de ces compétences, et donc on a besoin d'avoir des ingénieurs au fait de ces réalités pour qu'ils puissent utiliser les outils qu'on a dans les pays du Nord, pour parler globalement, adapter, les utiliser, mais les adapter pour les pays du Sud. Harold? I'm not sure. Sometimes a solar company in Germany is asking us or offering us, oh, I offer you that 3 or 4 of our technicians come to Africa and they help your technicians. And I tell them, what do you pay for this, that we train your technicians in rural electrification? Because your solar technicians are not experienced in this. And what I think is that for the schools like here, it's necessary not only to implement this topic, rural electrification or off-grid electrification, but also the thinking that this is a balance between probably more technical knowledge in France, of course, and in Germany, but the implementation is nothing we have any ideas about. What customers understand, what customers want, what people think, this is nothing we know. That's why, yes, it has to be more implemented as a topic here in, especially in Grenoble. But you have to think, you have to consider that this is only 50%, and without the other 50%, this is nothing. And this is developing working together. They cannot without our knowledge, especially in such big hydro projects, and we cannot without the rural and local implementation. And this is a change of mind, which has to come to additional to the technical solution. Technical is not enough. Plusieurs points. Le premier point, c'est que on l'a tous vu, les besoins sont immenses. Le deuxième point, Harald l'a vraiment souligné, la technique est indispensable, mais absolument pas suffisante. Donc il y a une question d'ouverture, il y a une question de capacité d'écoute, il y a une question de sociologie, il y a une question de toutes ces questions-là qu'il faut bien avoir en tête et qui ne sont pas forcément enseignées dans les écoles d'ingénieurs. Et le dernier point, quitte à toucher un peu vos espoirs, c'est la finance. Les besoins sont immenses. Des boîtes qui aujourd'hui soient capables de vous embaucher, de vous payer des salaires correspondant à ce que vous pourriez avoir ailleurs dans le monde de l'électrification rurale, j'en connais pas beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de postes. Donc, voilà. Alors pour répondre à la question de Cécile sur les ingénieurs, je vais répondre très simplement. Chez HydroQuest, ils sont partout et tout le long du processus. Je trouve qu'il y en a même trop, parce que même moi je suis ingénieur, donc on n'en sort pas. Et je suis en train de créer un peu pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par mes deux collègues, de la mixité un peu avec
personnes qui sont plus sur les plans financiers, sur les plans sociaux, etc. Ils sont partout, et quand je dis ils sont partout, je plaisante bien sûr, mais en même temps c'est vrai, l'importance des ingénieurs, y compris d'INP qui sont chez nous, c'est à toutes les étapes. Au niveau de la conception, je dirais qu'HydroQuest n'existerait pas si les développements, le projet et les brevets n'avaient pas été étudiés au sein de l'INP. Olivier Mettet, qui est là dans la salle, le sait très bien. Donc il y a eu toute la conception, et pendant bien des années. Ensuite, dans la production et actuellement, c'est nos ingénieurs, INP et autres, qui développent, fabriquent, mettent au point les produits avec toutes les exigences que nous avons de transportabilité, de facilité, de maintenance pour tenir compte des impératifs locaux, etc. Et puis ils interviennent après dans l'installation, c'est-à-dire sur place, pour faire en sorte que donc c'est des gens qui se baladent partout et qui vont intervenir pour animer les équipes d'installation, de maintenance, passer le relais à travers de la formation sur place aussi, etc. Donc dans toutes les étapes, rôle extrêmement important, mais évidemment à compléter en même temps. Bon, ben, je vous remercie. Ça me permet de... peut-être que je laisserai la question, je te la laisserai poser après. Ça me permet de rebondir et d'inviter Valérie à venir conclure et présenter le programme étudiant. Je vous remercie, messieurs, d'être venus et d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et après Valérie, Antoine fera le petit mot de la fin et vous expliquera la suite des événements. Merci à tous. Donc là maintenant je vais pouvoir dire bonsoir, puisque c'est vraiment l'heure de dire bonsoir. C'est très très difficile de conclure une conférence comme celle-ci, parce que moi je l'ai trouvée personnellement passionnante, je l'ai trouvée vivante, je l'ai trouvée pointue, et du coup je me dis, il est bien compliqué d'être au niveau des intervenants que nous avons eus, il est également compliqué d'être au niveau de vos attentes. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, je vais simplement vous parler de ce que j'ai ressenti dans tous les mots qui ont été prononcés. La première chose, c'est l'accès à l'énergie, donc l'accès à l'électricité ou l'accès à l'eau. C'est un besoin immense, un besoin surtout essentiel, mais qu'au-delà de ça, il se traduit en plusieurs besoins, en une multitude de besoins aussi différents que le monde est multiple, que les pays sont multiples et que les cultures sont multiples. Et donc il ne peut pas y avoir une seule solution qui convienne à tout le monde, il faut adapter les solutions. Et donc des solutions existent, vous en avez vu certaines, commencez à pressentir que d'autres sont en gestation, qu'elles sont déjà effectivement dans les techniques, qu'elles sont dans les finances, qu'elles sont dans beaucoup de choses. Et puis, il y a énormément encore de solutions à construire, puisque s'il y a autant de besoins, il y a forcément autant de solutions possibles. Donc il va falloir aller les découvrir, les mettre en place et les rendre viables. Et pour faire tout ça, je me suis posé la question, mais quel est le lien? Parce qu'aujourd'hui, on a fait une très belle conférence, mais si on cherchait un lien entre tout cela, quel serait-il? Eh bien, pour moi, le lien entre tout cela, ce sont les hommes et les femmes. C'est eux, c'est vous. Vous, entreprises, vous, financeurs, vous, étudiants, vous, hommes et femmes, êtres humains dans la salle, qui devez comprendre qu'en effet, nous sommes une grande famille. J'ai entendu ce mot. Alors, ce n'est pas du tout démagogique de ma part de dire ça. Oui, nous sommes une famille. Le monde est une famille. Vous ne pouvez pas imaginer que demain, votre développement soit indépendant du développement des pays
limitrophes et des pays aussi éloignés que ceux des pays du Sud, éloignés géographiquement et éloignés culturellement. Donc les hommes et les femmes, aujourd'hui, ont besoin de faire ce lien. Et comment vont-ils pouvoir faire ce lien? Ils vont faire ce lien à partir du moment où ils rassemblent, à mon sens, 3 choses fondamentales. La première, c'est que ces hommes et ces femmes sont avant toute chose volontaires. Ils veulent le faire, ils portent un projet, ils portent des valeurs, ils portent des concepts et des envies. Ils sont volontaires, c'est la première chose, et peut-être une des plus importantes. La deuxième chose, c'est que ces hommes et ces femmes sont ouverts. Ouvert, ça veut dire, comme le disait le philosophe grec, c'est avant tout savoir que vous ne savez rien. Et donc que vous avez tout à apprendre. Et que chaque jour, vous apprendrez des choses qui vous permettront ensuite de faire apprendre aux autres. Et on est bien dans la phrase de Confucius, mais en allant bien au-delà, exactement comme l'a dit Harald tout à l'heure. Et tout ça, c'est l'ouverture, véritablement cette ouverture qui est nécessaire aux hommes et aux femmes pour faire avancer ces projets. Et enfin, ces hommes et ces femmes doivent être formés. C'est-à-dire que peut-être ne sont-ils pas ingénieurs, mais même pour les ingénieurs, ils doivent être formés à des réalités, formés à des techniques, formés à des bases de la relation. Et cette formation, peut-être l'ont-ils eue dans les écoles qu'ils fréquentent, et peut-être n'en ont-ils pas eu. Et certainement, ils ont besoin d'aller la confronter, comme le disait Daniel, d'aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain pour avoir la formation complète qui sera nécessaire pour faire avancer ces solutions. Et pour faire avancer les entreprises, petites ou grandes, naissantes ou très anciennes, qui vont pouvoir produire et fournir l'accès aux besoins essentiels pour l'ensemble des populations du monde. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à la Fondation partenariale de Grenoble INP, notre objectif, c'est de pouvoir aider et de pouvoir apporter. Alors, le côté volontaire, non, la Fondation ne pourra pas vous l'apporter. Il faut que vous l'ayez. Le côté ouverture, oui, on va pouvoir vous l'apporter un petit peu. Mais c'est surtout des personnes comme Cyril et Cécile, des personnes comme Daniel, des personnes comme tous les entrepreneurs sociaux qui vont pouvoir accueillir des étudiants en leur sein grâce au programme que nous avons monté. On pourra vous apporter cette ouverture, mais surtout, ce que ce programme, je l'espère, va pouvoir apporter, c'est la formation. Et cette formation sur le terrain, cette immersion et cette capacité à vous apporter tous les éléments qui vont finaliser votre formation, qui est déjà très grande. Vous avez du génie électrique, du génie hydraulique, nucléaire, vous avez toute la palette possible, mais vous allez aller chercher le reste de cette formation qui vous manque. Et quand vous reviendrez, étudiants, après ce programme, pour ceux qui voudront s'y insérer, oui, il n'y aura pas de la place dans les entreprises pour tout le monde, pour faire de l'entrepreneuriat social ou pour travailler dans l'accès à l'énergie chez EDF. Non, bien sûr, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais quand vous reviendrez et que vous aurez acquis cette formation, en tout cas pour toutes les entreprises qui vous recruteront, même si ce ne sont pas sur ce type de poste, sur ces types de postes-là, ils auront des ingénieurs, des humains extrêmement bien formés qui auront des choses différentes dans leur cœur et dans leur esprit pour faire avancer les entreprises. Et ça, je pense que c'est aussi un avantage pour les entreprises et pour chaque personne, même si évidemment tout le monde n'aura pas une place dans ces programmes et pour pouvoir aider à l'accès à l'énergie dans le monde. Voilà, je pense que ça résume un petit peu la problématique dont nous avons parlé aujourd'hui. Voilà où on va s'insérer notre programme. Je ne vais pas recommencer ce que je viens de dire. Mais voilà les objectifs, effectivement, de ce programme-là. Ils sont véritablement de 2 types en première intention. La formation, c'est l'objectif que je viens de vous donner, mais pas uniquement. Il faut bien se dire que notre fondation, elle cherche elle aussi à avoir un impact, évidemment, sur l'accès aux besoins essentiels, aux éléments essentiels de la vie dans le monde entier. Et donc pour cela, on espère que par l'intermédiaire du programme, on sera capable de fournir des éléments de solution, petits éléments de solution aux entrepreneurs sociaux pour qu'eux aussi gagnent en compétences,
pour qu'ils puissent faire monter en compétence les populations locales. On a insisté cet après-midi sur l'importance de pouvoir envoyer des gens formés, mais surtout pour arrêter d'en envoyer à terme. J'ai bien entendu cela tout à l'heure de Monsieur Meigne. Il faut qu'on arrête d'envoyer, mais pour l'instant c'est trop tôt. Mais on espère pouvoir, grâce à ce programme, un jour augmenter aussi la capacité des populations locales à être indépendants et à eux-mêmes trouver leurs propres solutions. Là aussi, j'ai vu des choses très très compliquées. Alors là, c'est très compliqué. Imaginez tout simplement que dans toutes ces flèches, il y a des flux de personnes, des flux d'énergie, des flux de compétences, oui, des flux financiers aussi, mais que ces flux fonctionnent en bonne intelligence, en bonne entente, parce que tout le monde est rassemblé autour des thématiques que je viens d'évoquer. Et ça, c'est véritablement ce qui fait la force de notre programme, c'est que la Fondation, CVA, Grenoble INP, les entrepreneurs sociaux, aujourd'hui il y en a, mais il y en aura d'autres dans l'avenir, et bien entendu les étudiants qui font office de candidature pour rentrer dans le programme. Tout le monde travaille dans une bonne entente et dans la même compréhension de l'objectif que nous servons. Voilà comment va se passer ce projet. Évidemment, il y a on a déjà reçu énormément de candidatures. Nous espérons en avoir encore plus. Notre capacité d'accueil dans le programme CVA Fondation n'est pas infinie, mais on espère qu'il va se développer. Mais évidemment, il y aura une sélection, donc il y a tout un processus qui va se mettre en place. Évidemment, on va aussi travailler sur l'adéquation que je viens d'évoquer. Ça, c'est très très important. On va travailler aussi à la conception, du montage, du stage, je n'aime pas ce terme, de l'immersion dans l'entreprise, parce qu'il faut qu'elle soit à la fois adaptée à l'entrepreneur et adaptée à l'étudiant qui va le faire. Donc ceci doit être co-construit. On ne peut pas imaginer plaquer un sujet sur un étudiant ou sur un entrepreneur, il faut véritablement que les choses soient faites ensemble. Tout va être préparé, bien entendu, pour que l'accueil se fasse le mieux possible, pour que les départs et les arrivées se fassent le mieux possible, pour que la vie sur place se fasse le mieux possible et qu'on se dédouane de toute angoisse matérielle et existentielle pour se concentrer sur le projet. Ça, c'est très important. Et le stage sur place va être véritablement encadré par CVA et on met en place aussi tout un reporting vis-à-vis des différentes instances pour être certain que l'on suive très correctement ce programme et surtout que tout le monde y trouve un bénéfice, bien entendu. Je vais essayer de faire encore plus court, puisque les 10 minutes, tout le monde l'a dit, sont très très courtes pour présenter. Moi j'ai envie de dire que quand ce sont les 10 minutes qui nous séparent du cocktail, elles sont très très longues. Donc comme je l'ai dit, je pense que notre programme répond à un besoin, en tout cas j'espère que vous avez pu ressentir ce besoin au cours de cet après-midi. Notre programme rentre véritablement dans une approche holistique, donc là aussi on l'a dit cet après-midi. Voilà, j'ai envie de dire que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'on fait ce qu'il faut. Et j'espère que vous serez convaincus et que vous serez nombreux à nous rejoindre à l'intérieur de ce programme. Enfin, deux choses. La première chose, c'est que le programme qu'on cherche à développer, ça a également une autre mission. C'est celle de faire, et là je m'adresse particulièrement aux étudiants, mais pas uniquement, j'espère que ce que je vais dire va résonner chez tout le monde. On souhaite que grâce à ce programme, vous avanciez sur un chemin qui fasse de vous des entrepreneurs. Et quand je dis le mot entrepreneur, je n'entends pas uniquement les futurs créateurs d'entreprises. Il y en aura peut-être parmi vous, mais créer une entreprise n'est pas forcément un objectif en soi, et tout le monde ne doit pas avoir cet objectif. Être entrepreneur, c'est avant toute chose avoir la conviction de ses idées, la capacité de les réaliser. Et nous espérons que par ce programme, vous puissiez acquérir cette capacité à être entrepreneur. L'art d'entreprendre, c'est avant tout observer, c'est aussi percevoir et c'est aussi saisir vraiment dans l'action les environnements, les situations. On l'a dit tout à l'heure, ça se rapproche de l'écoute, n'oubliez pas ça, repartez
de cette conférence avec cette idée-là, le plus important, c'est l'écoute. Observer, percevoir, saisir. Pourquoi? Pour bien cibler l'action. Si votre action est ciblée, elle aura du succès. Elle atteindra ses objectifs. Et enfin, je vais conclure en citant François Dalle. Alors, vous ne connaissez peut-être pas François Dalle. Ça a été pendant nombreuses années le PDG d'une toute petite entreprise, très petite entreprise française qui s'appelle L'Oréal. Et François Dalle disait: il faut savoir avant toute chose saisir ce qui commence. Donc ce n'est pas une conclusion que je fais maintenant, c'est un commencement. Vous avez eu cet après-midi beaucoup d'éléments qui vont vous permettre de commencer quelque chose. Sachez saisir ce qui commence. Entrez dans notre programme si vous le souhaitez. Travaillez avec les entreprises qui vous ont présenté des solutions aujourd'hui. Mais allez-y, n'hésitez pas. Soyez entrepreneurs. Et là, ce n'est pas une conclusion, mais je voudrais sincèrement, très sincèrement remercier CVA, bien entendu, l'ensemble des intervenants qui nous ont fait l'honneur et qui ont parfois traversé la moitié du monde pour être présents aujourd'hui. Je voudrais remercier Antoine, parce qu'Antoine, quelque part, il a fait le crash test de notre programme, et on est très très fiers qu'il soit là et qu'il ait fait tout ça. Je voudrais remercier aussi l'ensemble des associations étudiantes qui ont aidé à l'organisation de cette conférence. Je leur dis bravo parce que c'était absolument parfait. Et puis, à l'avance, je vais remercier tous ceux qui souhaiteront rejoindre la Fondation, étudiants pour le programme, entreprises pour nous aider à financer tout ça, et entrepreneurs sociaux pour travailler avec CVA à leur propre développement et à faire avancer l'accès à l'énergie dans le monde. Merci. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините.